Il y a environ 12 000 ans, quelque part dans ce qui est aujourd'hui le sud-est de la Turquie, des hommes ont entrepris de tailler la roche. Pas pour façonner des outils de chasse, pas pour aménager un abri sommaire, mais pour ériger des piliers monumentaux. Certains dépassant 5 mètres de haut, pesant jusqu'à 50 tonnes, et les disposer en cercles concentriques avec une précision qui suppose bien plus qu'un effort collectif improvisé. Ce lieu s'appelle Göbekli Tepe. Il est aujourd'hui reconnu comme le plus ancien complexe mégalithique jamais découvert. Sa datation ne fait l'objet d'aucune controverse sérieuse. Les analyses au carbone 14 le situent aux alentours de 9500 avant notre ère, soit plusieurs millénaires avant les pyramides d'Égypte, avant Stonehenge, avant même l'invention supposée de l'agriculture. Et c'est précisément là que le problème commence. Selon le modèle généralement admis, les êtres humains de cette époque vivaient en petits groupes nomades. Ils chassaient, cueillaient, se déplaçaient au gré des saisons et des ressources. Ils ne cultivaient pas encore la terre, n'élevaient pas d'animaux, ne possédaient ni village permanent, ni structure sociale élaborée. L'idée même d'un projet architectural de grande envergure leur était en principe étrangère. Faute de moyens, faute de coordination, faute de surplus alimentaire pour nourrir une main-d'œuvre immobilisée pendant des mois ou des années. Pourtant, Göbekli Tepe existe, et ce qu'on y trouve ne ressemble pas à une tentative maladroite, à un prototype rudimentaire. Les piliers en forme de T sont taillés avec soin, leur surface ornée de bas-reliefs représentant des animaux, renards, serpents, scorpions ou oiseaux de proie, sculptés avec une finesse qui exige non seulement des outils adaptés, mais aussi un savoir-faire transmis, perfectionné, maîtrisé. On n'improvise pas ce genre de travail. On ne le réalise pas non plus sans une vision d'ensemble, sans plan, sans coordination entre des dizaines, peut-être des centaines de personnes. Ce qui pose une question simple, mais à laquelle personne n'a encore apporté de réponse satisfaisante. Comment des chasseurs-cueilleurs, supposément dépourvus de toute organisation complexe, ont-ils pu concevoir, planifier et exécuter un chantier d'une telle ampleur? Le transport des blocs, à lui seul, représente un défi logistique considérable. 50 tonnes, cela ne se déplace pas à la force des bras, même nombreux. Cela suppose des techniques, leviers, rouleaux, rampes, peut-être autre chose encore, dont on peine à imaginer l'invention spontanée par des groupes vivant au jour le jour. Et il ne s'agit pas d'un pilier isolé, d'un effort ponctuel. Le site compte plusieurs enceintes, construites sur des générations selon un schéma cohérent. Certains archéologues avancent que Göbekli Tepe aurait pu être un lieu de rassemblement rituel, un sanctuaire où des tribus dispersées se retrouvaient périodiquement. Cela expliquerait la mobilisation des ressources humaines. Mais cela ne résout pas le problème fondamental. D'où venait le savoir? D'où venait la capacité à nourrir ces travailleurs? D'où venait l'idée même qu'un tel projet était possible? Et puis, il y a autre chose. Un détail qui, à mesure qu'on y réfléchit, devient de plus en plus difficile à ignorer. Plusieurs millénaires après sa construction, Göbekli Tepe a été délibérément enseveli. Pas abandonné, pas oublié, pas recouvert par l'érosion naturelle, enterré. Les enceintes ont été comblées de terre et de gravats, méthodiquement, comme si quelqu'un avait voulu les faire disparaître ou les protéger. Les archéologues ont retrouvé les couches de remblai, identifié leur origine, constaté qu'il ne s'agissait pas d'un effondrement accidentel. Ceux qui ont bâti ce lieu, ou leurs descendants, ont choisi de le cacher. La question n'est plus seulement de savoir comment ils ont pu construire, c'est de comprendre pourquoi ils ont voulu que personne ne le retrouve. Construire est une chose, disparaître en est une autre. Et la manière dont une civilisation s'éteint en dit parfois plus long que tout ce qu'elle a pu édifier. À plusieurs milliers de kilomètres de Göbekli Tepe, dans ce qui est aujourd'hui le Pakistan,
se trouvent les ruines d'une ville appelée Mohenjo-Daro. Elle date d'environ 4000 ans et appartenait à la civilisation de la vallée de l'Indus, l'une des plus anciennes cultures urbaines connues, contemporaines de l'Égypte des pharaons et de la Mésopotamie. Ce qu'on y découvre défie l'image qu'on se fait généralement des sociétés de cette époque. Un plan urbain rigoureux, des rues tracées selon des axes perpendiculaires, des maisons en briques cuites, équipées de salles de bain individuelles et surtout, un réseau d'égouts souterrains d'une complexité remarquable avec des canalisations, des regards d'inspection, des systèmes d'évacuation. Une infrastructure que bien des villes médiévales européennes auraient enviée 3000 ans plus tard. Mais ce n'est pas la sophistication de Mohenjo-Daro qui retient l'attention, c'est la façon dont elle a pris fin. Les archéologues ont retrouvé des squelettes dans les rues, certains en groupe, d'autres isolés, figés dans des postures qui suggèrent une mort soudaine, sans fuite, sans préparation. Pas de traces de bataille, pas d'armes abandonnées, pas de signes d'invasion classique, juste des corps, là où la vie s'est arrêtée. Et puis, il y a les indices matériels, des briques et des poteries partiellement vitrifiées, c'est-à-dire transformées en une sorte de verre sous l'effet d'une chaleur extrême, bien au-delà de ce que pourrait produire un incendie ordinaire. Des analyses ont également relevé dans certaines zones des niveaux de radiation anormalement élevés pour un site de cet âge. Comme si quelque chose d'une intensité inouïe s'était produit ici. Quelque chose qui ne correspond à aucun scénario habituel de destruction. Ce qui rend le tableau plus troublant encore, c'est qu'il trouve un écho dans des textes bien plus anciens que l'archéologie moderne. Les grandes épopées indiennes, le Mahabharata, le Ramayana, décrivent des guerres entre royaumes, mais aussi des armes d'une puissance singulière. Des projectiles capables de consumer des armées entières, de provoquer des vents brûlants, de laisser derrière eux une terre stérile où les cheveux et les ongles tombent, où les survivants meurent lentement de maux invisibles. Des descriptions que personne, il y a un siècle, n'aurait su interpréter et qui aujourd'hui évoquent autre chose. On peut choisir de n'y voir qu'une coïncidence, une projection rétrospective, un hasard littéraire. Mais le fait demeure, une ville avancée, prospère, organisée, a été anéantie d'une manière que nous peinons à expliquer. Et ceux qui vivaient dans cette région, à cette époque, ont laissé des récits qui décrivent exactement ce type de destruction. Si de telles menaces ont existé, quelle qu'en soit la nature, il est raisonnable de penser que certains ont cherché à s'en protéger, non pas en fuyant vers d'autres terres, mais en disparaissant sous la surface. Quand une menace devient inévitable, on ne cherche plus à la combattre, on cherche à lui échapper. Et parfois, la seule issue n'est ni l'horizon, ni la mer. C'est la profondeur. En Cappadoce, toujours en Turquie, un habitant a découvert par hasard, au milieu du XXe siècle, une ouverture derrière un mur de sa cave. Ce qu'il a trouvé derrière dépasse l'imagination. Une ville entière, creusée dans la roche, s'enfonçant sur plus de 60 mètres sous la surface. Elle s'appelle Derinkuyu et elle pouvait abriter plus de 20 000 personnes. Pas 20 000 personnes entassées dans des galeries étroites, mais 20 000 personnes vivant. Avec leur bétail, leurs réserves de nourriture, leurs puits d'eau potable, leur système de ventilation capable de renouveler l'air jusqu'aux niveaux les plus profonds, des écoles, des temples, des espaces communs, des caves à vin, et des dispositifs défensifs, portes de pierre circulaires pouvant être roulées de l'intérieur pour bloquer les accès, passages étroits conçus pour empêcher toute progression en masse. Ce n'était pas un refuge improvisé, ce n'était pas un abri temporaire destiné à attendre la fin d'un siège. C'était une ville autonome,
pensées pour fonctionner en autarcie pendant des mois, peut-être des années. Chaque détail, la circulation de l'air, l'évacuation des déchets, l'organisation des niveaux, témoigne d'une planification minutieuse, d'un effort collectif colossal et surtout d'une conviction. Il fallait pouvoir disparaître sous terre et y rester. La question qui se pose alors est simple, mais elle n'a pas de réponse évidente. Contre quoi se protégeait-il ? On évoque parfois des invasions, des guerres, des persécutions religieuses, mais aucun ennemi humain ne justifie de creuser 60 mètres dans le tuf volcanique. Aucun envahisseur ne reste assez longtemps pour qu'il faille prévoir des écoles souterraines. Ce que suggère Derinkuyu, c'est autre chose. Une menace qui ne passait pas, qui rendait la surface elle-même inhabitable. Peut-être pendant longtemps. Et Derinkuyu n'est pas unique. La Cappadoce compte des dizaines de cités souterraines, certaines reliées entre elles par des tunnels de plusieurs kilomètres. Comme si une population entière s'était préparée, méthodiquement, à vivre sous terre. Ceux qui ont creusé ces villes savaient, ou croyaient savoir, que le danger viendrait d'en haut. Mais tout le monde n'a pas eu le temps de se cacher. Et certains lieux, plutôt que d'être enfouis, ont simplement été engloutis. Ceux qui ont creusé des Rinkuyu cherchaient à échapper à quelque chose venant du ciel ou de la surface. Mais tout le monde n'a pas eu cette chance, ni ce temps. Certaines traces n'ont pas été cachées, elles ont simplement disparu sous les eaux. Au large de l'île japonaise de Yonaguni, à une vingtaine de mètres de profondeur, des plongeurs ont découvert dans les années 1980 des formations qui ne ressemblent à rien de ce que la géologie produit habituellement. Des structures massives, angulaires, évoquant des pyramides à degrés, des terrasses régulières, des escaliers, des passages qui ressemblent à des portes monumentales. Des surfaces planes, des arêtes nettes, des angles droits répétés sur des dizaines de mètres. Le débat n'a jamais été tranché. Pour certains géologues, il s'agit de formations naturelles, le résultat de fractures dans le grès, accentuées par l'érosion. Pour d'autres, la régularité des formes, les traces apparentes d'outils, la disposition d'ensemble suggèrent une intervention humaine. Ce qui est certain, c'est que si ces structures ont été façonnées par des hommes, elles l'ont été à une époque où ce fond marin était encore à l'air libre. Et c'est là que le calendrier devient vertigineux. La dernière fois que cette zone se trouvait au-dessus du niveau de la mer remonte à plus de 10 000 ans, avant la fin de la dernière période glaciaire, avant la montée des eaux qui a redessiné les côtes du monde entier. À cette époque, selon le modèle admis, aucune civilisation connue n'existait dans cette région. Aucune culture capable de tailler la pierre à cette échelle, de concevoir des terrasses monumentales, d'organiser un espace selon une logique architecturale. Et pourtant, quelque chose est là, sous l'eau, silencieux. Ce que Yonaguni suggère, au-delà de son propre mystère, c'est une possibilité plus large, que la montée des océans, à la fin de l'ère glaciaire, n'a pas seulement modifié les littoraux, elle a peut-être englouti des traces entières de ce qui existait avant. Des côtes habitées, des ports, des constructions dont nous n'avons aucune idée parce qu'elles reposent aujourd'hui sous des mètres d'eau salée, hors de portée et hors de mémoire. Mais tout n'a pas été submergé. Certains lieux sont restés visibles, exposés au soleil et au vent, traversant les siècles sans que personne ne comprenne vraiment ce qu'ils signifiaient. Et parfois, la destruction ne vient pas du passé, elle continue. Certains lieux ne servaient ni à vivre, ni à se cacher. Ils servaient à mourir, ou plutôt à accompagner les morts dans leur passage. Au Laos, dans une région montagneuse difficile d'accès, s'étend un paysage que rien ne prépare à voir. Des milliers de jarres de pierre, certaines hautes de 3 mètres, pesant plusieurs tonnes, dispersées sur des collines à perte de vue. On les appelle la plaine des jarres, bien que le terrain ne soit pas plat et que personne ne sache exactement qui les a fabriquées, ni quand, ni comment elles sont arrivées là. Car c'est bien le problème. Ces récipients massifs ont été taillés dans des carrières, parfois situées à des dizaines de kilomètres,
puis transportées à travers jungles et reliefs escarpés. Leur dispersion ne suit aucun schéma évident, et pourtant, elle couvre des centaines de sites distincts, comme si une civilisation entière avait voulu marquer ce territoire d'un signe durable. Les recherches récentes suggèrent une fonction funéraire. Les corps des défunts auraient été placés dans ces jarres, exposés aux éléments jusqu'à décomposition complète, avant que les ossements ne soient récupérés et incinérés. Un rituel long, exigeant, qui transformait chaque mort en un processus collectif et chaque jarre en un seuil entre deux mondes. Le site tout entier forme une nécropole à ciel ouvert, un espace où les vivants venaient accompagner ceux qui partaient. Mais la plaine des jarres porte une autre mémoire, plus récente. Pendant la guerre du Vietnam, cette région du Laos fut l'une des plus bombardées de l'histoire humaine. Des millions de tonnes d'explosifs furent déversés sur ces collines et aujourd'hui encore, des bombes non explosées parsèment le sol entre les jarres anciennes. Des enfants meurent chaque année en marchant là où d'autres, il y a des millénaires, venaient honorer leur mort. La destruction n'appartient pas au passé, elle se superpose, couche après couche, sur les mêmes terres. Göbekli Tepe, Mohenjo-Daro, Derinkuyu, Yonaguni, la plaine des jarres, 5 lieux dispersés sur 3 continents, séparés par des millénaires. À première vue, rien ne les relie, ni culture commune, ni langue partagée, ni contact attesté entre leurs bâtisseurs. Et pourtant, quelque chose revient, des constructions qui dépassent ce que leurs époques étaient supposées permettre, des destructions dont la violence échappe aux explications habituelles, des refuges creusés comme si la surface du monde allait devenir hostile, des structures englouties par la montée des eaux, des espaces dédiés aux morts comme si honorer ceux qui partaient importait plus que tout le reste. Pris isolément, chacun de ces sites peut être relativisé, expliqué, rangé dans une catégorie rassurante, anomalie locale, interprétation excessive, coïncidence. Mais alignés les uns à côté des autres, ils dessinent autre chose. Non pas une preuve, mais une forme. Non pas une réponse, mais une question qui refuse de se dissoudre. Le modèle que nous avons appris, celui d'une humanité progressant lentement, continuellement, de la caverne vers la fusée, ne laisse aucune place à ces traces. Il suppose que ce qui précède est toujours plus simple que ce qui suit, que le passé est par définition plus primitif que le présent. Mais ces lieux racontent une autre histoire, ou plutôt, ils murmurent une possibilité que personne n'a envie d'entendre, celle d'un temps qui ne monte pas en ligne droite, mais qui tourne, et qui parfois retombe. La pierre dure plus longtemps que la mémoire. Ce qu'elle conserve, nous ne savons pas toujours le lire.